Je pense qu'il est 10 heures, on va pouvoir commencer. Je me présente, je m'appelle Guillaume Grégoire. Je suis administrateur de la Société québécoise de phytotechnologie et également professeur adjoint au département de phytologie à l'Université Laval. Je vous souhaite la bienvenue au nom de mes collègues de la SQP. Avant de commencer, peut-être un petit mot sur la SQP pour ceux qui connaissent moins bien la société. La Société québécoise de phytotechnologie est un OSBL dont la mission est de diffuser l'information, notamment pour favoriser l'utilisation des phytotechnologies, surtout au Québec, évidemment, puisqu'on est basé au Québec. On fait ça de différentes manières. Donc, évidemment, il y a les webinaires comme celui d'aujourd'hui. C'est une des manières de diffuser l'information. On a également notre site web, phytotechno.com, sur lequel vous avez, entre autres, nos fiches techniques et d'autres informations pertinentes. On organise également, généralement, 1 ou 2 journées de terrain dans l'année, des visites de sites qui utilisent des phytotechnologies un petit peu partout au Québec. Et on a également un congrès annuel. Cette année, en fait, en 2022, le congrès aura lieu le 5 mai 2022 au Jardin botanique de Montréal en présentiel, évidemment si les consignes sanitaires le permettent. Donc, je vous invite à garder ça à votre agenda, mettre la date à votre agenda tout de suite. Le lien d'inscription, tout ça devrait être mis en ligne là, un petit peu après les fêtes. Je vous invite également à devenir membre de la SQP. Ça coûte 35 $ par année. L'avantage d'être membre, ça nous aide, nous, à supporter les activités de la société. Et vous avez également accès à des publications seulement accessibles aux membres. Et vous pouvez également revoir les webinaires passés. Donc, les webinaires sont enregistrés. Par contre, les enregistrements sont seulement disponibles pour les membres. Donc, avant de passer au webinaire comme tel, j'aimerais remercier nos partenaires pour le webinaire aujourd'hui, nos partenaires financiers. Donc, premièrement, Rameau Phytotechnologie qui s'associe à ce webinaire et à d'autres. Donc, Rameau est un partenaire important de la société et également Desjardins qui commandite le webinaire aujourd'hui. Et j'ai d'ailleurs une petite vidéo de Desjardins à vous présenter. Donc, je vais partager mon écran pour présenter la vidéo et par la suite, je vais vous présenter le conférencier et on va commencer avec le webinaire comme tel. Donc, voilà pour la vidéo. Donc, merci encore à Desjardins, notre partenaire. Sans plus tarder, je vous présente notre conférencier pour aujourd'hui. Donc, David Vien est coordonnateur de projet en milieu naturel au CRE de la capitale nationale. Il a une formation de technicien en aménagement synergétique et halieutique et œuvre depuis 20 ans à proposer des solutions aux problèmes écologiques de notre société. David va nous présenter le projet Ville-Éponge qui est coordonné par son organisme et qui vient d'être mis en place dans la dernière année. David aimerait bien avoir des questions en cours de route. Donc, si vous avez des questions pendant la conférence, vous pouvez soit lever la main avec l'icône qui est en bas de votre écran et je vais vous donner la parole, ou encore poser une question avec l'icône Q et R, donc question-réponse, et je vais m'assurer de la transmettre à David. Donc, juste à le faire au fur et à mesure que vos questions arrivent pendant la conférence. Il y aura aussi une période de questions à la fin du webinaire. Donc, David, je te cède la parole.
Bonjour, et, merci de l'invitation à venir parler de Ville-Éponge. Je suis content de pouvoir diffuser ce super projet qui est démarré depuis, depuis à peu près un an. Donc, je vais partager mon écran. Attendez une seconde. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. Premièrement, Guillaume, tu nous as appelé le CRE. Mais non, on n'est pas le CRE, on est le CRE, parce que c'est le Conseil régional de l'environnement. Je voulais juste dire une petite minute là, pour vous dire qui qu'on est. Dans le fond, des CRE, il y en a partout au Québec. Donc, nous, on travaille dans les régions de la capitale nationale, autour de Québec, autrement dit. Mais il y a 16 CRE au Québec, donc un par région administrative. Nous, ça fait 30 ans qu'on travaille à aider la société à adopter les meilleures pratiques environnementales. On travaille beaucoup en termes de conseillers, autrement dit, au niveau de la société civile en général. Donc, on conseille les gouvernements, les institutions, les secteurs commerciaux, industriels. Donc, on travaille principalement en collaboration avec le milieu pour créer des océans. Excusez-moi, un petit chat dans la gorge. Donc, on travaille avec le milieu en collaboration. Donc, sous 3 volets généraux, là, disons, sous 3 modus operandi, disons, d'action. Donc, on donne notre avis, on donne nos conseils là, au niveau tout ce qui arrive au niveau soit politique, au niveau de l'actualité. On accompagne toutes les parties prenantes qui veulent s'améliorer au niveau environnemental, puis on réalise des projets concrets là, pour initier le changement, autrement dit. Donc, Ville-Éponge, c'est un peu ça. On vient chercher ces 3 volets-là. On fait beaucoup de représentation pour les infrastructures vertes. On va venir accompagner, on va venir faire des projets. Donc, oui, c'est quoi? C'est quoi une Ville-Éponge? Peut-être en premier lieu, je vais vous expliquer grosso modo le concept de Ville-Éponge. À la base, je dirais le plus simple, dans cette plus simple expression, Ville-Éponge, c'est donner un peu de liberté à l'eau. C'est aménager nos villes de façon à gérer l'eau de pluie à la source. Donc, qu'elle soit gérée là où elle tombe, et pour que la ville agisse en sorte comme une éponge. Autrement dit, fait, le mot est assez simple. Plutôt que de rejeter, en fait, actuellement, ce qui est fait depuis 50-60 ans, c'est qu'on prend l'eau, puis on la met le plus rapidement possible dans un tuyau, puis on l'envoie dans les cours d'eau, ce qui amène plein de problématiques au niveau d'inondations, de sécheresse, des étiages d'hiver, des grandes crues. Ça lessive le sol, justement, quand c'est imperméabilisé. Donc, ça ramasse, la vitesse dans laquelle l'eau circule, justement, ramasse plein de polluants, puis vient polluer aussi les milieux naturels, les cours d'eau. Donc, comment qu'on fait ça? Là, le concept de Ville-Éponge est né en Asie où ils ont à gérer la mousson, justement, dans leur ville. Donc, on voit ici des images je pense que c'est Shanghai, je ne me rappelle même plus. C'est majestueux, là. C'est c'est des super beaux aménagements. C'est des parcs, dans ce cas-ci, qu'on voit qui, lors des grandes crues, des grandes moussons, ils sont inondés. Mais en dehors des moments d'inondation, c'est des milieux de vie qui sont agréables. Donc, comment on fait ça des villes-éponges? Grosso modo, on veut déminéraliser. Donc, on essaie d'avoir le moins possible de surface minérale, c'est-à-dire l'asphalte, le béton, sont les toitures aussi, sont des surfaces pas nécessairement minérales dans ce cas-ci, mais imperméabilisées. Dans le fond, on essaie d'avoir le moins de surface imperméable possible.
on amène du verdissement. C'est là que tout l'aspect de phytotechnologie entre. Donc, on peut verdir les toits, mais verdir toutes nos surfaces, d'avoir le plus de surface où il y a des arbres, des arbustes, même du gazon, c'est moins pire que de l'asphalte. Puis on intègre des infrastructures vertes. Autrement dit, des infrastructures vertes, on appelle ça, c'est comme un réseau constitué de zones naturelles ou semi-artificielles, qui intègre du vivant plus souvent qu'autrement, et puis qui vient recréer des services écologiques que le milieu naturel offre naturellement, normalement. Donc, on vient faire des infrastructures qui vont venir accumuler l'eau, qui va pouvoir filtrer l'eau, qui peut amener aussi d'autres concepts d'infrastructures vertes. Ça peut être des aires de stabilisation de berges, par exemple, ou des toits végétales. Donc, les infrastructures peuvent être mises à tout plein de sauces. Dans notre cas, dans Ville-Éponge, on s'est concentré, on a mis notre focus sur la gestion des eaux de pluie, mais en parallèle, ça offre aussi plein d'autres avantages. Donc, ça ne va pas, nos infrastructures vertes qu'on implante avec Ville-Éponge vont pouvoir avoir aussi un impact positif sur la séquestration du carbone, sur l'amélioration de la qualité de l'air, sur l'atténuation des îlots de chaleur et aussi l'augmentation de la biodiversité là, dans nos villes. Donc, ce n'est pas parce qu'on travaille on met un focus sur l'eau de pluie que le reste des avantages des infrastructures vertes ne sont pas là. Là, on a des images, ce diapo-là, c'est quand même majestueux et c'est des projets de plusieurs millions, voire milliards, mais ça peut être appliqué à plus petite échelle. Là. Ici, on voit des exemples à l'échelle si je vais commencer à droite, là, c'est nous à l'échelle de la rue, dans une rue en pente. On a des jardins de pluie là, sur les deux autres, sur les jardins de pluie ou aires de biorétention là, qui peut être mis dans le cas autour d'un stationnement ou dans un autre là, avec des bâtiments résidentiels. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs échelles. Dans certaines villes, c'est chaque petit coin de libre est utilisé comme infrastructure verte. Là, si je pense à des visites que j'ai faites dans le coin de Seattle ou Portland, dans l'ouest, où il y a beaucoup de petits terre-pleins, justement, qu'au lieu d'être tout simplement un aire de gazonné, c'est un aire de biorétention. Fait que, c'est pas besoin d'être toujours gros, c'est de multiplier, en fait, ces aménagements-là qu'on souhaite. Bon, revenons à Ville-Éponge. On appelle ça le réseau Ville-Éponge. On l'a créé au départ, en fait, ça a évolué beaucoup, assez rapidement. Ce qu'on souhaite, c'est d'appliquer le concept de Ville-Éponge. Puis nous, à notre échelle, là, au Creux, on n'est quand même pas une si grosse équipe que ça. Moi, je ne suis pas ingénieur, comme vous l'avez dit, comme l'a dit Guillaume, je suis un technicien de la faune. Aménagement synégétique halieutique, peut-être tout le monde ne savait pas c'est quoi, mais c'est un technicien de la faune. Fait que je ne suis pas un grand spécialiste des phytotechnologies non plus. Mais ce qu'on peut faire, c'est de rassembler aussi les gens puis de faire connaître le concept de Ville-Éponge puis de voir là, comment créer une mobilisation, dans le fond. C'est ça qu'on souhaite faire, c'est créer une mobilisation pour utiliser plus les infrastructures vertes dans notre ville. Donc, comme je dis, on n'est pas des grands experts de la phytotechnologie ou du génie civil. Fait qu'on a commencé par aller consulter justement ces experts-là qui travaillent autour de nous, les autres organismes qui font du verdissement, des organismes qui travaillent avec les municipalités, on a des entreprises de génie civil, d'architecture, des gens des villes qui sont rassemblés autour de nous pour dire, bon, ben, on sait, là, on a tout plein de connaissances sur les infrastructures vertes. On a tout plein d'études, là, Guillaume en est de ceux qui ont
qui ont stimulé justement les études sur les infrastructures vertes pour nous dire qu'on sait que ça marche, que c'est utile, pourquoi qu'on ne l'utilise pas? Donc, ce qu'on s'est beaucoup rendu compte, c'était relié à peut-être une méconnaissance des infrastructures vertes sur le territoire, peut-être un manque aussi d'expérience locale d'utilisation des infrastructures vertes. Donc, on a développé là, notre projet autour de ces constats-là. Donc, on s'est donné comme mission de favoriser l'essor des infrastructures vertes pour la gestion des eaux de pluie dans notre environnement, là, dans le milieu bâti, dans nos villes. Puis l'idée, c'est de rassembler le plus de gens autour de ça. Donc, on a lancé ça à l'automne 2020, ça fait 1 an, là, pas mal maintenant. Excusez-moi, je ne pèse pas, c'est bon piton. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'encourager et d'appliquer l'innovation éco-responsable dans la pratique de gestion des eaux, puis aussi du verdissement. On veut réduire l'imperméabilisation des sols dans nos villes, rendre nos milieux de vie aussi plus résilients face aux enjeux des îlots de chaleur, la santé urbaine, l'inondation, la qualité de l'eau, la qualité de l'air. Un de nos premiers financements venait pour venir aider là, sur prévenir les inondations, entre autres, puis sur l'amélioration de la qualité de l'eau. C'est pour ça que notre focus est beaucoup sur l'eau. Mais surtout, au-delà de ça, je pense qu'un des plus gros impacts de ces infrastructures vertes-là et des objectifs de Ville-Éponge, c'est d'améliorer aussi la qualité de vie. C'est de ramener du vivant en ville, autrement dit. Avoir des milieux naturels, du vivant, de la végétation autour de nous, ça a beaucoup d'impact positif sur la santé. C'est aussi un des gros objectifs là, de Ville-Éponge. Donc, comment qu'on fait ça? Fait que, c'est un concept, une façon de travailler qui est un peu utilisée à un peu toutes les sauces, là, mais on commence par sensibiliser. On veut informer sur les bénéfices des infrastructures vertes. Donc, cette sensibilisation-là a lieu, comme là, que je suis en train de vous parler, au travers de webinaires, conférences, des formations qu'on offre ou qu'on appuie, puis parler aux gens aussi, là, aux promoteurs immobiliers, aux municipalités, des infrastructures vertes. Puis, juste en parler, juste sensibiliser, des fois, c'est pas tout à fait assez, fait qu'on veut outiller, donc amener de l'information puis aider au développement là, des infrastructures vertes. Donc là, on a encore, c'est encore partie des formations qu'on offre là, au niveau des professionnels qu'on va offrir. Puis on a une boîte à outils sur le site web de Ville-Éponge qui s'appelle éponge.org. On va en reparler plus tard. Fait qu'on regroupe là, des informations de tout plein d'organisations. Fait que, comme je dis, on veut rassembler, on ne veut pas recréer. Là, on a plein d'informations, on les connaît déjà. Fait qu'on ne crée pas tant de nouveaux contenus là, mais on le rassemble à un endroit où il est facile de consulter puis facile d'aller chercher. Fait que cette boîte à outils-là, ça inclut quoi? Ça inclut des choses très techniques comme des coupes type d'un bassin de biorétention où ça va sur dans un autre spectre sur des exemples de réglementation municipale qui peut être appliquée pour encourager les infrastructures vertes. Il y a des informations un peu plus générales de base qui est plus pour objectif de sensibilisation. Fait que ça va un peu partout, puis il est encore en train de se développer. Donc, on continue à aller rechercher des outils qui ont été créés par plein d'autres experts du milieu. Puis, ensuite, pour encore aider plus l'utilisation de l'infrastructure verte, bien là, on vient accompagner
des promoteurs immobiliers ou des gestionnaires immobiliers, autrement dit, tous les grands propriétaires de notre ville, là, puis les milieux municipaux aussi. Donc, on vient les assister dans la conception, même, je dirais même au début, dans l'idéation, dans la conception puis la réalisation de projets d'aménagement d'infrastructures vertes. Donc, souvent, on peut arriver à intégrer là, des équipes de professionnels face à des projets d'infrastructure. Puis là, on va venir un peu challenger ces équipes-là, aller donner des idées d'aménagement, d'utilisation d'infrastructures vertes. On va les aider à aller chercher des informations pour réaliser ces aménagements-là. Au niveau des promoteurs ou des gestionnaires, on peut les aider à trouver ou à demander les bonnes choses pour pour engager les bons professionnels qui vont avoir l'expertise en infrastructure verte et qui ne seront pas gênés d'utiliser ces méthodes-là. Ensuite, on continue à consolider. Ce qu'on veut dire, c'est de renforcer et enrichir le réseau. Fait qu'on cherche toujours des nouveaux partenaires pour venir joindre le réseau, puis diffuser encore plus l'information sur l'éponge au travers de plus de gens. Et notre dernier volet, le champ d'action, c'est, on dit inspirer. Donc, c'est de promouvoir la réalisation de projets d'infrastructures vertes et d'innovation en matière de rétention et filtration des eaux de pluie. Donc, pour ce faire, oui, on va chercher un peu d'informations de tous les projets qui sont faits partout au Québec. On a une carte interactive qui est en train qui est déjà en ligne, mais qui est en train de se faire remplir de projets inspirants qui ont été réalisés. Et du même temps, nous, on travaille à des projets un peu plus de plus petite envergure aussi pour démontrer que ce n'est pas besoin d'être des choses très compliquées d'intégrer des infrastructures dans nos aménagements. Fait qu'on fait des projets modèles. On diffuse aussi des projets qui ont été faits par plein d'autres experts sur le territoire. Donc, Ville-Éponge, on avait démarré ça pour la Ville de Québec. Puis bon, quand je vous disais que c'est quelque chose qui avait démarré un petit peu vite, fait que l'année passée, les premiers qui ont entendu parler de Ville-Éponge, ils voyaient que c'est un projet pour la Ville de Québec. Mais là, on a plein de partenaires qui sont rassemblés, qui sont joints au projet, qui ont des tentacules un peu partout au Québec. Donc, Ville-Éponge est vraiment rendu un projet là, à l'échelle nationale. Donc, quand je dis les partenaires actuellement, ça, c'est les partenaires officiels qui ont signé des ententes de partenariat avec Ville-Éponge. Plusieurs autres en cours de route. Donc, on continue d'accueillir des nouveaux partenaires. On a 3, puis là, même 4 types, là, un 4e qui est en train de se rajouter. On a nos partenaires propriétaires. Ça, c'est les grands propriétaires qui ont à faire des aménagements sur leur propriété, qui sont prêts à diffuser justement, à être des modèles pour leur pairs pour des aménagements. Nos partenaires experts, ça, c'est tout le réseau là, des experts en infrastructure verte. Puis ça va d'organismes environnementaux, que des firmes de consultants. Il y a la SQP, d'ailleurs, fait partie des partenaires experts, des centres de recherche. Donc, c'est très vaste. Puis, au travers de ce réseau-là, c'est à travers de ce réseau-là d'experts qu'on est capable d'aller justement chercher l'information pour aider nos partenaires propriétaires, autrement dit, à faire des aménagements. Fait que parfois, on va chercher des mandats dans chacun de ces organismes-là, ces organisations plutôt, pour réaliser des parties
projet. Puis bien sûr, ben là, pour faire tout ça, ça nous prend des partenaires financiers dont on a été principalement financé au départ là, par la Fondation Intact, puis par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Donc, voilà nos partenaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Ceci dit, là, ça ne me dérange pas d'être interrompu. Donc, pourquoi le réseau parvient si rapidement à mobiliser les communautés autour des infrastructures vertes? En fait, nous aussi, on a été un peu étonnés par la rapidité au travers laquelle on a été. Les gens se sont rassemblés autour du projet. Donc, pourquoi? Grosso modo, c'est parce qu'il y a une problématique. On a oublié la nature en ville. Puis, bon, je ne vous apprends rien là-dessus. Là. Vous voyez bien que les problèmes liés au changement climatique et surtout aussi à l'aménagement de nos villes qui causent des inondations, les îlots de chaleur. On a tous les aspects des problèmes de santé qui sont de plus en plus à l'actualité, qu'on commence à prendre en compte de plus en plus là, face à notre aménagement des villes qui a exclu le vivant de nos aménagements parce que c'était plus simple, probablement, souvent. Donc, ce problème, il y a beaucoup de ces problèmes-là qu'on vit, que c'est à cause d'une minéralisation. Donc, nos villes qui sont beaucoup minéralisées. Puis, c'est quoi que je voulais faire? Excusez-moi, je vais revoir mes notes, m'assurer que j'étais encore à la bonne place. Fait qu'on veut travailler aussi, là, réintégrer ce qu'on veut, autrement dit, en voyant ces problèmes-là, c'est qu'on veut réintégrer là, les services écologiques dans nos villes, ce qu'on a oublié. C'est pour ça que la solution Ville Éponge elle répond à un besoin. Puis, quand je disais pourquoi que ça a tellement une mobilisation au travers de Ville Éponge, mais c'est parce que aussi, c'est pas de la faute de la Ville Éponge, pas parce qu'on est si hot que ça. C'est parce que, actuellement, il y en a beaucoup de mobilisation. Moi, j'ai été surpris, je suis surpris depuis un an environ, là, depuis 20 ans que je suis dans le milieu de l'environnement. C'est la première fois que je vois autant de mobilisation dans nos villes pour protéger les boisés, pour protéger les arbres. Ici, à Québec, la question de la sauvegarde des arbres était la question de l'urne, je dirais, voire même plus que celle du tramway qu'on pensait au départ. C'est vraiment l'arbre, le milieu naturel s'est imposé dans notre campagne électorale. Puis il y a eu une forte influence sur le résultat là-dessus. Donc, un peu partout, là, on voit des groupes de citoyens qui se lèvent, on les voit dans les médias. Donc, c'est aussi pour ça que, probablement, que Ville Éponge est une solution, là, vient mobiliser des gens parce qu'on amène une solution peut-être technique à des enjeux qui sont reliés, qui sont réglés historiquement par des infrastructures de béton. Fait qu'en amenant la phytotechnologie, en amenant les notions de Ville Éponge en ville, on ramène cette nature-là en ville, mais on répond encore à nos besoins techniques de gestion des eaux dans notre cas ou de stabilisation dans d'autres cas. Où on a l'apport de phytotechnologie vient un peu régler, vient aider cette mobilisation-là. Donc, je reviens à cette diapo-là pour parler un peu de l'expérimentation. En fait, dans tous nos travaux qu'on a réalisés cet été, je voulais vous parler un peu de travaux qu'on a faits au courant de la dernière des 2 derniers étés. En fait,
pour expérimenter puis commencer à travailler avec les gestionnaires immobiliers à faire des aménagements. On a des relativement petits projets sur lesquels on a fait des apprentissages. Puis c'est un peu là-dessus que je veux vous entretenir sur quelques projets, on dit inspirants, qui racontent un peu l'histoire de comment Ville-Éponge a évolué, en tout cas chez nous, au travers de ce qu'on a fait au Creux puis au travers des partenaires. Donc, Ville-Éponge était même pas commencé, en fait. Puis, on avait déjà un premier partenaire avec qui on commençait à travailler, qui est l'Office municipal d'habitation. Fait que le projet Ville-Éponge était dans les cartons, on faisait les demandes de financement, puis on cherchait les partenaires, puis l'OMHQ était prêt tout de suite. Fait qu'on a commencé à travailler avec eux avant que le projet Ville-Éponge soit né. Eux, malheureusement, pas la photo du stationnement, mais en fait, le projet, c'est un stationnement d'un immeuble, d'un complexe d'immeubles à loyer modique. On parle d'environ 300, je crois, appartements. Donc, une grande surface de stationnement. Eux, ils étaient déjà assez avancés dans leur phase de conception. Puis là, on est rentré dans leur projet. Puis on a fait changer les plans pour intégrer des infrastructures vertes. On leur a proposé un changement à peu près bout pour bout de leur stationnement, tout en gardant leurs contraintes et le nombre de cases qu'ils avaient besoin. Ils n'étaient pas encore assez convaincus pour tout changer leur concept, mais ils ont dit on va gérer les eaux de pluie d'une partie, fait à peu près le quart du stationnement qui a été changé pour faire la gestion des eaux par infrastructure verte. Ici, sur ces photos-là, c'est beaucoup aussi des plantations qui ont été réalisées. On a beaucoup végétalisé les terrains. Fait que, grosso modo, c'est un jardin de pluie. On voit les stationnements qui sont en avant des maisons, un peu plus à gauche, en arrière du cabanon aussi. Fait qu'on a créé un grand jardin de pluie. C'est un concept assez simple. On a un genre de petit ruisseau qui se rend jusqu'au bassin de biorétention, jardin de pluie. Puis ensuite, l'eau peut s'infiltrer dans le sol ou couler comme c'était avant, là, ensuite s'en aller vers la rivière Saint-Charles qui est à côté. Dans ce cas-ci, on a planté 44 arbres, puis dans le jardin de pluie, on a planté une centaine de vivaces et de graminées principalement. C'est un beau projet pour se faire les dents de notre côté, de commencer à avoir commencé à travailler aussi avec les firmes de génie. On leur a amené beaucoup d'informations pour les... Eux, ils n'avaient jamais travaillé avec ça, la firme d'ingénieurs qui avait été engagée. Donc, on nous a amené beaucoup d'informations. On les a proposé justement des coupes types, proposer des aménagements. Ils ont fait leurs calculs au travers de ça. Excuse-moi, David, on a une question oui. d'une spectatrice. Oui. Donc, Myriam Nickner-Hudon demande « Pour le quartier Saint-Sauveur, paradis des îlots de chaleur et de bitume, les citoyens tentent de faire des projets de déminéralisation et de verdissement. Ces projets sont très complexes et lourds à porter par les citoyens. Même si la Ville a refait les documents et les démarches pour les appels à projets, pour les citoyens ordinaires, magasiner des services en paysagement n'est pas une mince affaire. Combien coûtent des ouvriers, la terre, comment disposer des matières résiduelles, besoin de pépines. Ce n'est pas facile à mener pour des bénévoles et de recruter des propriétaires intéressés à accueillir de tels projets, surtout que beaucoup de ménages sont locataires. Est-ce que le CRE, et non pas le CRE, envisage de contacter des entreprises de gestion immobilière comme MSI, LG3 ou autres afin de faire des mises à jour de verdissement sur leur propriété? Plusieurs entreprises achètent des bâtiments existants et ne procèdent pas à des améliorations en termes de verdissement. Oui, c'est un peu notre objectif. Là, on commençait à travailler avec l'Office municipal d'habitation, puis on amène
il y a des enjeux de coût, effectivement, c'est important dans ce cas-ci. Puis il y a des enjeux, je parlais de l'OMHQ ici, à cet endroit-là, on avait oublié d'informer les gens qui font l'entretien paysager. Qui ont passé à tondeuse dans notre jardin de pluie, par exemple. C'est un autre des apprentissages qu'on fait, mais on a appris beaucoup au niveau des coûts. Il y a des normes aussi qui sont imposées par la ville qui rend les choses plus difficiles. Puis l'objectif du projet, c'était vraiment d'aller chercher les promoteurs immobiliers pour les sensibiliser à faire des aménagements d'infrastructures vertes. Puis on s'intègre beaucoup dans les projets qui étaient déjà en cours. Je parlais de ce projet, l'OMHQ, dans le secteur Perle-Lièvre, il est écrit Charlebourg, c'est pas vrai. C'est dans le quartier du Berger. Je voulais dire quoi? On s'intègre sur des projets déjà en cours. Fait que quand ils ont des aménagements à faire, ces promoteurs-là, on va les voir et on dit, ben, si on intègre un peu de verdure dans ce que vous avez à faire, on est capable de le faire à coût égal, puis parfois moindre, de ce qui était prévu à faire en infrastructure grise. C'est un peu l'expérimentation qu'on a faite avec l'Office municipal d'habitation. Puis là, on a un deuxième projet. Ça, c'est un projet assez léger. Mais là, on a un deuxième projet avec eux où là, on fait la totale. Fait qu'ils se sont fait les dents, ils se sont expérimentés sur ce projet-là. Et puis, je vais vous parler un peu plus tard du projet de l'OMHQ sur l'avenue du Zoo, où là, il y a tout plein de bassins de biorétention, où il y a beaucoup plus de verdissement. Ça fait qu'on prend ces promoteurs-là, puis on les initie à la chose, puis au final, on est capable de le faire, d'utiliser les végétaux, d'utiliser la phytotechnologie pour pas plus cher que les infrastructures grises. On peut aussi faire des aménagements d'infrastructures grises vertes qui coûtent une fortune, puis c'est un peu ça le problème. Souvent, on utilise ces technologies d'infrastructures vertes pour être des modèles, pour que ça paraisse bien, ça fait des aménagements un peu, comme je dirais, luxueux pour démontrer la bonne chose, mais ça donne une image qui est peut-être erronée que ça coûte plus cher. Mais ça coûte plus cher parce qu'on a accepté d'utiliser d'en mettre beaucoup, d'en mettre plein la vue. C'est toujours possible de faire plus cher. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Là. Au niveau technique, c'est sûr que c'est difficile d'aller. Surtout le quartier Saint-Sauveur, là, c'est un quartier qui, au niveau de l'espace, il n'y a pas beaucoup d'espace. Les infrastructures vertes, c'est un peu des défauts. C'est que ça consomme de l'espace aussi. Donc, de trouver des trous, ben là, il faut les trouver. C'est pas toujours facile là, dans les quartiers très denses comme le quartier Saint-Sauveur. On a un autre commentaire de Martin Bouchard-Valentine qui semble travailler au ministère de l'Environnement. Bon, je résume en gros, là, il dit nos actions sont identiques à celles décrites. Amélioration des règlements municipaux, financement de projets de recherche, production et diffusion de connaissances, plateforme pour mettre en lumière des projets inspirants, production de webinaires. Nous avons des partenariats avec les universités, réseau environnement, sérieux, BVQ, municipalité. Il me semble que l'initiative du CRE avec Ville Éponge duplique en partie les efforts déjà en cours du MELCC. Il y aurait donc lieu de se coordonner. Merci de prendre contact avec moi. Donc, il laisse son adresse courriel, je vais te la transférer. David, mais peut-être, est-ce qu'il y a déjà des contacts faits avec le MELCC? Est-ce que vous voyez ça comme une duplication ou c'est plus complémentaire? C'est sûr qu'il y a des duplications. Mais on essaie beaucoup, justement, dans Ville Éponge, de ne pas dupliquer. Puis, bon, je n'avais pas eu des contacts. Le MELCC finance notre projet, d'ailleurs, à grande partie. Et le MELCC finance aussi d'autres projets qui sont à peu près semblables à l'initiative de Ville Éponge. Tous des projets qui ont été conçus à peu près en même temps, à peu près sous la même formule. Donc, il faut croire que cette formule-là est à la mode. Donc, on a rassemblé, on a un groupe de travail qui, à l'ombre, qui rassemble plusieurs de ces partenaires-là.
Donc, d'autres qui ont des projets semblables. Il y a le stationnement éco-responsable du CRE Montréal. Il y a Québec vert aussi qui a des projets qui sont un peu sous la même formule. On a Santé Urbanité aussi qui a des projets sous la même formule. Le ROBVIQ, fait on s'assied avec tout ce monde-là, puis on crée des choses en parallèle ensemble. Donc, parfois, notre contenu va se retrouver sur chacun de nos plateformes respectives. On a essayé, Québec Faire fait un répertoire des infrastructures vertes. Puis, pourquoi nous autres, on ferait notre répertoire de notre bar? Puis, on travaille ensemble pour, justement, on travaille tous les deux autant qu'on aurait travaillé, mais on va juste en faire plus ensemble parce qu'on est coordonnés. Fait que oui, je suis intéressé à coordonner avec vos projets OMLCC aussi. Donc, parfait. Je vais faire le lien, je vais t'envoyer les coordonnées de M. Bouchard-Valentine. Donc, autre commentaire, Myriam Nicna-Hudon qui fait probablement référence à son commentaire de tantôt. C'est aussi complexe de faire des petits et des gros projets. Autre question de Claudine Deschaines. Est-ce que le Fragmit est un enjeu pour vos projets? Actuellement, on n'a pas eu de problème de Fragmit. On n'a pas travaillé dans des zones où il y avait de la Fragmit, mais on travaille sur beaucoup d'autres projets là, en lien avec les espèces exotiques envahissantes. Donc, si la situation se présente, vous allez tenir compte de cette situation-là, c'est ce que je comprends. Oui, c'est ça. Mais là, jusqu'à date, on n'a pas travaillé dans des zones où il y avait de la Fragmit, mais c'est sûr que quand on travaille dans un secteur-là, on travaille à l'éradication, le contrôle avant, puis souvent nos projets peuvent venir aider à venir implanter des végétations là, de compétition qui va compétitionner contre la Fragmit ou la renouée du Japon qui est aussi très présente à nos villes. Donc, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant? Parfait. Oui, je vais continuer avec notre autre projet, un autre petit projet relativement petit sur lequel on a travaillé. En fait, c'est un de nos partenaires qui a démarré ce projet-là avec Ameublement Tanguay. On voit une belle image de mer de stationnement. Donc, l'OBV de la capitale, ça, c'est un milieu qui est pas loin de la rivière Beauport. Il y a des problèmes d'îlots de chaleur, des problèmes de gestion des eaux de pluie aussi dans ces grandes mers de stationnement-là. Donc, on a voulu concevoir, on les a aidés à concevoir un projet où on peut faire du verdissement tout en gérant les eaux de pluie, mais dans un projet qui va pas nécessiter de tout transformer leur système déjà en place de gestion des eaux de pluie. Fait que actuellement, ce stationnement-là, on est capable de deviner un peu les puiseurs qui récupèrent l'eau un peu dans le centre du stationnement. Donc, nous, on est venu intégrer des bassins de... Je pèse là, puis ça ne tourne pas. OK, non, pas ça. On a été faire des aires de biorétention au centre du stationnement, autrement dit, autour des puiseurs, pour venir capter l'eau de ruissellement avant qu'elle ne rentre dans le système de récupération des eaux de pluie originales. Donc, on ne vient pas changer le système en place, on vient l'optimiser, autrement dit, puis on vient déminéraliser. Fait que là, c'est encore très brun parce que on vient juste de planter, puis les arbres sont pas gros, puis ils n'ont plus de feuilles. Mais autrement dit, on a enlevé là, une quinzaine d'espaces de stationnement pour végétaliser et rendre le milieu de vie un peu plus agréable, malgré qu'il reste encore beaucoup d'asphalte dans ce secteur. Étrangement, il a fallu avoir beaucoup de négociations avec la ville à ce niveau-là pour avoir le droit de retirer des cases de stationnement. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de sensibilisation puis de modification des règlements municipaux. Parce que oui, étrangement, ça peut avoir l'air, il y avait peur qu'on aille enlever trop de stationnement par rapport au minimum requis par les règlements municipaux.
Et dans ce cas-là, on a planté une dizaine d'arbres, puis une vingtaine d'arbustes des vivaces, des graminés. Donc, c'est 3 cellules de biorétention qui ont été créées, puis on a déminéralisé là, 200 mètres carrés. Donc, là, l'autre projet, lui, il va en mauvaise place. Un autre projet qu'on est en train de travailler, c'est le Centre culture environnement Frédéric Bach. Donc, c'est au centre-ville de Québec, c'est nos bureaux qui sont situés là. Le Centre Frédéric Bach rassemble tout plein d'organismes en environnement puis en santé, en culture, dont un théâtre, entre autres. C'est un bâtiment qui se veut écologique. C'est des vieux bâtiments qui ont été reconvertis. On y a mis des toits végétaux, on a fait un agrandissement en ballot de paille. Donc, c'est une vitrine sur le bâtiment écologique, ce bâtiment-là, mais un gros enfant pauvre, c'est son stationnement qui est particulièrement horrible, sur lequel on n'a jamais vraiment travaillé. Donc, il rassemble beaucoup d'eau comme ça quand il pleut beaucoup. Mais un des problèmes, pourquoi on est encore pogné avec ce stationnement-là, c'est parce que la réglementation municipale qu'on croyait bonne, qui est de récolter, de gérer sur le site 100% des eaux de pluie pour une crue centenaire. Donc, c'est d'être capable d'accumuler et de retenir l'eau d'une pluie centenaire sur un petit terrain comme ça, même si on déminéralisait au complet le stationnement, qu'on enlèverait toutes les cases de stationnement, cette réglementation-là nous imposerait de faire des bassins de rétention en souterrain, parce qu'en surface, on n'aurait juste pas de place. Donc, dans ces cas-là, ben, ça devient tellement cher que le propriétaire n'a pas le choix de garder ça tel quel pour garder le droit acquis, puisque un droit acquis de garder, de ne pas gérer les eaux de pluie de façon adéquate. Fait que là, on travaille à naviguer au travers de ce règlement-là pour être capable de végétaliser un maximum du stationnement. Donc, le projet au travers de ça, c'est de venir planter plusieurs arbres, déminéraliser une partie du stationnement en ayant des pavés violets, par exemple. Puis, on a des bassins, on a des noues et des bassins de biorétention pour retenir une partie des eaux. Là, on est encore en train de revoir le projet. On n'a pas été capable d'avoir d'entrepreneurs cet été, fait que le projet était reporté à l'année prochaine. Puis on profite là, pour encore redesigner le tout pour être capable d'en faire le plus possible avec un budget le plus serré possible, mais négocier au travers de la réglementation. Fait que ça, c'est un projet qui est petit, puis quand on dit des commentaires, faire des petits projets n'est pas nécessairement plus simple là, que faire des gros projets. Ici, on a vraiment un enjeu d'espace, c'est des petits lots. Il y a une quinzaine de cases de stationnement. Donc, de rentrer des infrastructures vertes sur un petit terrain dans plein cœur de la ville, c'est pas toujours évident. Donc, c'est des fois peut-être un peu plus simple de prendre les bonnes vieilles méthodes. Fait que c'est là que le travail de Villepompe, c'est de montrer, ben oui, c'est possible de faire autrement. Là. Ça prend un peu plus de réflexion, mais au final, ça coûtera peut-être pas plus cher. On a hâte de voir l'année prochaine, mais que ce soit réalisé. Une des autres questions qu'on t'a posées dans le titre de dans la description du webinaire, ben pourquoi les phytotechnologies font partie d'une solution collective? Ben, en fait, parce qu'elles permettent de solutionner des problèmes techniques tout en ramenant la nature en ville, puis collectif aussi parce que ça mobilise. Puis là, j'ai un autre projet sur lequel on est super fiers d'avoir travaillé cet été. C'est l'école primaire de la Passerelle au Lac-Saint-Charles. Puis là, tout à l'heure, j'avais une diapo qui n'était pas à bonne place. Là. C'est celle-là. Donc, ça avait l'air de ça avant. Il y avait une problématique. Les professeurs se plaignaient, et les étudiants aussi, les élèves,
qu'il faisait très chaud dans l'école. Fait qu'il y a un gros problème d'îlot de chaleur. Les enfants, pendant les grosses périodes de chaleur, pendant l'année scolaire, ils étaient tous réfugiés autour de deux seuls arbres dans le fond de la cour. Fait que c'était très inconfortable comme milieu. Donc, il y a un projet de verdissement qui a été amené une demande de financement auprès de la Ville de Québec. Je vais retourner à la bonne diapo. Et nous, on est rentré dans le projet, puis on a dit, ben, OK, on va faire du verdissement, mais si on gérait des eaux de pluie, en plus, on est sur le bord de la rivière Saint-Charles, puis on voudrait montrer aussi aux élèves que ben, l'imperméabilisation du sol, c'est pas juste des îlots de chaleur, ça peut l'eau aussi, puis on peut la gérer sur place puis alimenter les végétaux qu'on va y planter. Fait qu'on a fait une déminéralisation à la main. C'était assez impressionnant. En fait, c'était très impressionnant. Ces 500 élèves environ, ils ont déminéralisé 40 tonnes d'asphalte. Donc, ils ont enlevé à la main 40 tonnes d'asphalte en moins d'1h30. C'est 340 mètres carrés. Fait que ça y allait au taux. Je pense que ça a été plus vite que si on l'aurait fait avec une machine. C'était assez impressionnant, mais les jeunes étaient contents, ils étaient fiers. J'en ai eu frisson encore quand j'y pense. On les a beaucoup impliqués aussi dans les plantations. Fait que c'est toute l'école qui a planté nos arbres. Il y a les 538 élèves qui sont mobilisés, les 25 profs ont participé aussi. Il y a les parents des élèves qui sont impliqués. Il y a même des bénévoles du quartier aussi qui sont impliqués. On a planté une vingtaine d'arbres, une centaine d'arbustes, 200 vivaces. Tout ça en une après-midi. C'est ça. C'était impressionnant de gérer tout ça en même temps. Fait qu'on a fait une cellule de biorétention. Il y a 6 cellules aussi où il y a les arbres qui reçoivent aussi les eaux de pluie. Puis on a planté aussi plein d'arbres au travers pour créer de l'ombre dans les aires de jeu. Fait que c'est un beau projet. Puis qui continue là, à ce niveau-là. L'année prochaine, on va créer des classes extérieures avec eux qui vont encore gérer les eaux de pluie tout en créant là, des milieux de vie intéressants. David, il y a quelques questions. Oui. Donc, t'avais-tu presque fini? Ben, j'ai pas mal fini. Je voulais juste vous dire, grosso modo, on a notre site web Ville-Éponge. Le site web de Ville-Éponge, c'est éponge.org. C'est assez simple à reconnaître. Vous allez voir là-dessus, il y a notre boîte à outils, carte interactive, donc beaucoup, beaucoup d'informations. Puis, s'il y a des informations que vous aimeriez voir là, envoyez-nous-les. Si vous avez des projets que vous avez réalisés, que vous aimeriez voir là, envoyez-nous-les. Nous, on l'alimente aussi continuellement chaque semaine, chaque mois. Donc, retournez-y. C'est un outil qu'on veut là, collaboratif puis qu'on veut vivant. Là. Fait que je vous conseille d'aller voir ça puis de nous envoyer, de nous contacter s'il y a quelque chose. Fait que je vais être prêt pour les questions. Donc, on a Éric Brazeau-Goupil qui nous demande pourquoi ne pas intégrer l'évapotranspiration des arbres dans le modèle permettant de déterminer le dimensionnement minimal des bassins de rétention. Pourquoi? Je peux arrêter le partage. Pourquoi qu'on ne le calcule pas? En fait, je ne suis pas ingénieur. J'ai de la misère à répondre ça. En fait, c'est un peu une problématique qu'on vit avec tout ce qui est les infrastructures vertes. Les ingénieurs civils ne sont pas formés pour travailler avec le vivant. Donc, de travailler, même faire des calculs en milieu poreux, qui est nos bassins de biorétention, déjà là, ça crée certains inconforts. De calculer l'évapotranspiration, bien, ils n'ont pas cette information-là, ils n'ont pas l'habitude de travailler avec ça. Donc, c'est ça qui est compliqué. Puis, une des choses qu'on veut faire, sur laquelle on travaille un peu parallèlement, c'est de développer des projets de recherche pour
pour aller faire justement pour alimenter les modèles à ce niveau-là, là, je sais que les modèles de dimensionnement d'infrastructures vertes, ils viennent souvent, là, les données de calibration viennent souvent plus du sud, donc plus ou moins de notre région d'ici, là, fait que c'est parmi des choses, puis je vous dis ça, puis je suis vraiment pas un spécialiste là-dedans, c'est plus ce qu'on me dit dans le réseau, qu'on veut réaliser des projets de recherche ici pour aller chercher des données pour mieux calibrer les modèles, ce qui pourrait intégrer là, l'évapotranspiration. On sait que ça... Si je peux compléter, j'ai quand même des collègues avec qui je travaille qui sont en génie des eaux, qui travaillent sur des systèmes de biorétention. Je ne suis pas ingénieur moi non plus, je ne pense pas que l'évapotranspiration est prise en compte présentement. Et c'est probablement une des raisons, c'est probablement que c'est assez variable selon l'espèce d'arbustes utilisés, les conditions climatiques, etc. Ceci étant dit, c'est certainement une des choses sur lesquelles je veux travailler avec mes collègues dans le futur. Donc, très bon point. Autre question, pour les projets privés et pour l'OMH, est-ce qu'il y a des subventions? Si oui, de quel ordre? Il y en a un petit peu. Je sais qu'au niveau des villes, au niveau de la ville de Québec, il y a des programmes sur le verdissement là, où ils donnent des montants annuellement. Nous, via Ville-Éponge, via nos financements, on a travaillé on a voulu aller chercher du financement pour créer des aménagements. Donc, via le programme de soutien aux enjeux de l'eau du MELCC, puis via la Fondation Intact, on a pu aller chercher des argents pour faire des aménagements, mais il n'y en a pas encore beaucoup de financement, puis ça fait partie de notre travail de l'ombre de travailler pour qu'il y en ait un petit peu plus là, actuellement. C'est ça. C'est pas, pas tant que ça. Autre question, est-ce qu'une contribution à un fonds de stationnement pour bonifier les infrastructures vertes communes à l'extérieur des terrains lorsqu'il est impossible de rejoindre les normes de rejet a déjà été envisagée? C'est dommage d'empêcher le changement lorsqu'il n'est pas possible dans les limites d'un terrain. C'est une des problématiques sur lesquelles, justement, on travaille dans la réglementation au niveau de la Ville de Québec. Il y a des villes qui commencent à autoriser ça, là, je crois la Ville de Gatineau, tout ça, où la réglementation, par exemple, chez nous à Québec, il faut que tu gères tout à l'intérieur de ton terrain. Ton stationnement doit être à l'intérieur de ton terrain. Tu ne peux pas, justement, aller voir à côté. On travaille pour faire changer cette réglementation-là. C'est un enjeu important, là, puis c'est important d'en parler, mais ce n'est pas encore gagné. Parfait. Je vais terminer avec, il reste 2 questions. Donc, une de Catherine Blanc qui demande, dans vos processus de conception, est-ce que vous intégrez les architectes paysagistes? La gestion écologique des eaux fait partie intégrante de notre champ de pratique. Ce serait un bon partenariat à développer. Oui, autant que possible. On a un de nos employés au CRE, n'est pas architecte, n'a pas sa licence d'architecte, mais c'est un architecte paysagiste dans un autre, qui a fait son architecture dans un autre pays, qui travaille avec nous. Donc, on a toujours cette notion d'architecte paysagiste là, au travers de nos projets. Mais oui, effectivement, c'est important d'intégrer l'architecture dès le départ. Et dernière question de M. Bouchard-Valentine. Question sur le projet à l'école La Passerelle. Sur les images montrées des cellules de biorétention et d'îlots verts, on voit la présence d'une bordure continue en béton. Est-ce que des ouvertures ont été prévues dans ces bordures pour permettre à l'eau de pouvoir être infiltrée dans ces îlots, car autrement, ces îlots ne peuvent gérer les eaux de pluie? Effectivement, il y a la bordure a été arasée à plusieurs endroits pour intégrer l'eau. Hein. Les bordures, idéalement, on n'aurait pas mis. Ça, c'est des normes qui étaient imposées par le Centre de services scolaires dans ce cas-là, liées au déneigement, donc pour protéger l'infrastructure du déneigement, c'est ce qui impose. Donc, il a fallu jouer avec ça, là, des bordures de béton. Ce qui est dommage, ça augmente de beaucoup les coûts. Puis, il y aurait eu d'autres méthodes qui auraient pu être utilisées, mais bon, on travaille au travers des contraintes qu'on nous donne.
Parfait. Donc, on a déjà atteint il est déjà 11 heures, donc on a atteint l'heure prévue pour terminer le webinaire. Donc, David, je te remercie beaucoup pour ta présentation. Je rappelle que pour ceux qui sont membres de la SQP, vous aurez accès aux enregistrements des webinaires sur notre site web. Pour ceux qui ne sont pas membres, ben, si vous désirez le devenir, je le rappelle, c'est seulement 35 pour l'année. Je vous rappelle également notre colloque, donc le 5 mai 2022. On aura aussi il reste un webinaire avant le congé des fêtes, donc autour du 10 décembre probablement. Donc, restez à l'affût dans vos courriels pour les webinaires de la SQP. Et sinon, David, j'imagine que si des gens ont des questions en lien avec le projet Ville Éponge, tes coordonnées, tu les as présentées dans Oui, la présentation, donc que les gens n'hésitent pas à te contacter. info@éponge.org. Allez sur notre site web, toutes nos coordonnées sont là. On a une page Facebook aussi, donc on est facilement retrouvable. Sur Google, on arrive premier ou deuxième. Parfait. D'accord. Donc, un gros merci encore, David, pour la présentation. C'était vraiment super intéressant. Et merci à tous pour votre participation. Au plaisir de vous revoir bientôt dans une autre activité de la SQP. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour.